Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un petit film, après des gros mastodontes, des films qui ont coûté des dizaines et des dizaines de millions, voire des centaines. Eh bien nous allons revenir à quelque chose d'un peu plus épuré, d'un peu plus simple avec A Ghost Story, un film de 2017 de David Lowery, écrit par David Lowery et monté par David Lowery. C'est un film qui a en tête d'affiche Rooney Mara et Casey Affleck. C'est un film qui a coûté 100 000 $. Il en a rapporté à peu près 1,8 million. Il dure 1h27. Et qu'est-ce qui se passe pendant ces 1h27 ? C'est un homme qui décède dans un accident de voiture. Et son esprit, affublé d'un drap blanc, revient déambuler près de la maison de sa veuve pour assister à sa détresse. Je pense que la vidéo sera pas très longue, mais j'ai été très surpris du nombre de textes, d'articles, d'interviews concernant ce film. La bande-annonce est assez étrange. Elle nous présente les scènes les plus spectaculaire du film, ce qui peut nous donner une fausse impression sur le film, sur son rythme notamment. Ne vous fiez pas à la bande-annonce du film, elle recèle tous les meilleurs plans, mais peut-être pas toutes les meilleures idées du film. J'étais intrigué par ce film-là, et je pense que j'ai fait une très bonne démarche en regardant un de ses premiers films. Il me semble que c'est Les Amants du Texas, qui a une atmosphère dramatique et aussi un petit peu poétique. On dit, voilà, c'est atmosphérique, mais il y a quelque chose de l'ordre d'ambiance plus que de la narration qui cerne le film. Dans ce film-là, on retrouve cette impression. Je pense même qu'avoir vu Les Amants du Texas m'a aidé à comprendre et à apprécier ce film-ci. Mais il peut aussi m'aider à voir la différence avec un film de studio comme Peter Elliott le Dragon qu'a réalisé le cinéaste. Donc, opposition avec un film de studio qui est finalement un petit peu vain, un petit peu sans âme, je trouve le Peter Elliott le Dragon assez standard, je devrais dire, mais on peut dans ce cas-là y voir avec Les Amants du Texas ce qui l'anime vraiment dans les lieux, les couleurs, les mouvements, le rythme. Et quand vous allez voir Les Amants du Texas et qu'après peut-être vous allez voir A Ghost Story, eh bien vous aurez peut-être vraiment un film dans la continuité. Donc je vous invite vraiment à voir Les Amants du Texas peut-être avant de voir A Ghost Story si vous le pouvez. C'est un film très personnel, non seulement le sujet, la façon dont c'est traité, mais aussi par rapport au réalisateur. Puisque c'est une toute petite histoire, ça s'écrit assez vite pendant la post-production de Peter Elliott le Dragon. C'est un film qui a été créé suite à une dispute entre le réalisateur et sa femme sur la question de revenir au Texas ou de rester à Los Angeles. Donc une réflexion sur l'attachement à un espace. C'est une des clés du film. Le fantôme ne quitte pas la maison dans laquelle il a vécu avec sa femme. Donc vraiment un attachement au lieu, à des espaces. David Lowery voulait faire cette idée toute simple d'un homme dans un costume de fantôme. On peut trouver ça un petit peu ridicule parce que c'est souvent les costumes de carnaval avec le fantôme en drap blanc. On a peut-être des fois joué ce fameux fantôme en drap blanc. Moi je l'ai fait, honnêtement, moi j'ai été déguisé en fantôme comme ça, avec des trous pour les yeux, avec un peu de noir et voilà, on était en fantôme. Mais il voulait y coller à cette figure une sensation, un degré de gravité, donc avoir une figure marrante de ce fantôme en drap et tout d'un coup lui donner une saveur qu'on ne connaissait pas par rapport à cette image, cette icône, et du coup ça donne au film un timbre mélancolique et un peu gênant avec cette figure. C'est un film de crise existentielle. Tout simplement parce que le couple est brisé et que du coup, il manque une moitié pour combler le vide d'activité, combler le vide émotionnel, sexuel, même s'il n'y en a pas trop dans le film, mais il y a vraiment quelque chose qui coupe en fait l'identité du personnage joué par Rooney Mara. Je crois pas qu'ils aient de nom, ce qui est justement intéressant aussi, on y reviendra je pense, ce qui permet de rendre un petit peu l'impression universelle, même si c'est, comme je vous le disais, très personnel. Donc
Des fois, notre relation à la rupture sera très différente de ce qu'on nous présente dans le film. Donc du coup, peut-être un petit déséquilibre, mais c'est un film sur le deuil, et du deuil s'étend une crise existentielle. Il aborde donc des questions sur l'espace, sur le souvenir. Ghost Story ne fait pas peur aussi, c'est important, c'est un film de fantômes, mais les fantômes ne sont pas effrayants. Ce n'est pas un film d'horreur, pas du tout. Il y a quelques effets qu'on peut trouver dans les films d'horreur, mais qui ne sont ici que des effets un petit peu fantastiques, mais qui ne sont pas là pour effrayer. Il joue sur les codes de la maison hantée, avec des bruits mystérieux, de la lumière, la vaisselle qui vole, mais tout cela est finalement pour juste créer un peu de tension, mais ce n'est pas du tout une tension horrifique, une tension de film d'horreur. Collé encore une fois à cette icône un peu rigolote, un degré de gravité comme je vous le disais. Passé la première partie du film, il est un peu plus agréable à regarder, faut bien le dire, mais le début, c'est un petit peu hardcore, c'est-à-dire que c'est très très lent. Et il n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. C'est-à-dire que le film, la deuxième partie, eh bien, ça mérite un petit effort pour regarder la première partie. La scène, par exemple, de la tarte, c'est Rooney Mara qui, complètement au bout du rouleau, commence à manger une tarte. Et elle la mange presque entièrement en plan séquence. Donc c'est un peu... on n'en peut plus, vraiment on n'en peut plus de ce plan-là. Il faut supporter ça, donc quand on est au cinéma, on est un peu pris en otage, donc il faut subir un peu cette violence que nous fait le réalisateur, et du coup, on peut essayer de trouver un intérêt dans ce plan-là. C'est vrai que ce plan... Ouais, ça doit facilement durer 7 minutes, un truc comme ça, où on a juste la femme qui pleure en mangeant une tarte. Donc c'est vraiment rien de spectaculaire, et on a en fond le fantôme qui est en train de la regarder. C'est assez perturbant en fait comme image. Et on est même surpris de découvrir encore des détails dans ce plan. C'est vraiment, j'étais impressionné par ce plan-là. Et j'étais aussi impressionné de mon endurance au final par rapport à cette première partie où j'avais du mal à trouver un intérêt. Les plans sont très 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 longs. Je pense que si on ne fait pas un petit effort, il s'agit d'un de ces films où on pourrait dire qu'il ne se passe rien. Un film dont on aurait l'impression qu'il brasse du vide. Mais quand on est intéressé par les thèmes de l'espace, de la connexion, du temps, eh bien nous trouvons notre compte avec A Ghost Story. Après, ces thèmes, j'y suis sensible, mais ils sont ici peut-être traités pas de la façon qui va me toucher. C'est un film aussi sur la transition d'une rupture, comment faire le deuil de cette rupture, mais aussi une transition d'espace en fait avec ce fantôme qui reste dans cet espace mais où il n'y a plus de vie. Donc il y a aussi une transition de son côté. On a aussi une impression de fantôme dans le film. Au-delà de simplement l'apparence du fantôme, c'est un peu la même impression que j'avais eue avec Manchester by the Sea, un film également avec Casey Affleck, une sorte de Terrence Malick encore plus lent, un petit peu moins démonstratif. Il se trouve que dans les interviews, le réalisateur est très très fan d'Ingmar Bergman. On le sent légèrement dans ce film. Je pense que les connaisseurs de Bergman pourront bien mieux identifier ce qui est bergmanien dans ce film-là, dans A Ghost Story. Mais voilà, dans les interviews, il se revendiquait clairement de Bergman. Il aime beaucoup son travail. Je pense que ces films, comme Les Amants du Texas, peuvent sentir, respirer un petit peu les films qu'il admire. Je reste évasif, bien sûr, sur certains aspects de la narration. Peut-être que à un moment, ça va raviver votre intérêt parce qu'à un moment dans le film, il y a quelque chose qui se passe, qui change pour le coup après les situations. Et ça, je m'y attendais pas. Et du coup, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt dans la deuxième partie du film. Deuxième partie du film que je ne vais pas vraiment vous révéler. Mais c'est une partie où il y a plein de choses esthétiques qui sont intéressantes. Au niveau de la narration aussi et du personnage fantomatique. Donc,
Si vous perdez un peu patience dans le film comme moi, à un moment, eh bien, soyez rassurés que dans une deuxième partie de film, il y aura des choses peut-être plus palpitantes, mais tout aussi lentes. C'est un film également avec des personnages tellement archétypaux qu'ils n'ont même pas de nom. Ils n'en ont pas, ils n'en ont même pas besoin, parce qu'il s'agit malheureusement des ruptures de choses assez communes aujourd'hui, et le film est sur cette thématique-là, entre autres bien sûr. Les personnages n'ont pas besoin d'être identifiés comme s'appelant Julie et Marc, donc on s'en fout des noms, et ça c'est très bien, parce que ça nous permet après de ne pas identifier par rapport à des noms, parce que des fois on assimile certains caractères à certains noms, de par notre expérience personnelle avec des gens qui portent ces noms. Et bien ici on n'en a pas, donc ça permet d'être plus libre en fait par rapport aux personnages et de juger uniquement par rapport à leurs caractéristiques, à ce qu'ils nous montrent dans le film. Ce qui nous est montré dans le film, c'est la solitude. C'est la réalité de la mort d'un couple, la solitude. Après, utiliser deux acteurs qui sont quand même assez forts pour ce genre de rôle, là, j'ai du mal à estimer parce que les histoires de couple au cinéma, ça a tendance toujours à m'endormir. Mais je dois bien vous avouer que Rooney Mara, je suis particulièrement friand de cette personne. En plus elle est tellement belle, même sans maquillage apparent. Alors moi je suis toujours très content. Elle est tout autant un fantôme que Affleck, errant dans cette maison brumeuse, hantée par une histoire qui ne s'est jamais concrétisée. Elle est aussi sans sentiment, on lui a retiré quelque chose et ça se voit dans le film. Alors pour moi ce n'est pas vraiment un potentiel d'acteur qui est gâché, parce que c'est revenu des fois dans certaines critiques, le potentiel d'acteur gâché. Après Casey Affleck, il a un jeu qui est semblable, je trouve, à Manchester by the Sea. C'est un jeu d'acteur qui est un petit peu gommé. Il adopte dans ce film-là, avec ce costume de fantôme, plus une posture, c'est-à-dire se mouvoir sans vraiment se déplacer, se mouvoir très très lentement, effacer les gestes reconnaissables de l'acteur, et le problème c'est que le réalisateur les connaît ces gestes, donc il y a eu un travail pour gommer tous ces petits mouvements, ces mouvements de tête, ces mouvements de bras, pour qu'il y ait quelque chose d'assez fantomatique avant même que la personne devienne un fantôme. Les deux acteurs se sont créés avec le réalisateur une sorte de cocon, au point que dans une scène où justement ils doivent jouer les endormis, eh bien ils se sont réellement endormis pendant une séquence où ils devaient se reposer tous les deux. C'est une séquence de nuit où ils sont l'un contre l'autre, voilà, donc c'est très touchant, et du coup là ils sont vraiment en train de dormir et la prise dure très 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 longtemps avant qu'ils soient réveillés par un bruit vraiment violent. Donc là c'est un réel sursaut, donc c'est amusant de voir comment le réalisateur, en créant un petit cocon et quelques plans longs, eh bien, on fait surgir, on va dire, la réalité, un véritable comportement à travers cette façon de filmer l'action. Le film nous rend compte aussi d'une passion, d'une fin de passion. Au début, j'ai du mal à estimer. Ça ne fait qu'une partie de film, et voilà, après, quand on voit les fantômes, on a l'impression de voir une potentielle passion gâchée, ou en tout cas une potentielle passion qu'on aurait pu voir dans le film, mais qui n'est pas présent. Je ne sais pas si c'est le but du film, en fait, de nous faire déconnecter les personnages entre eux et avec le spectateur. C'est peut-être un but, c'est tout à fait possible que ce soit l'objectif. Après, nous avons aussi cette image du fantôme un petit peu étonnante, de voir ça dans un film dramatique, un peu naïve. Mais ce n'est pas juste un drap mis sur la tête de l'acteur. Il y a eu un travail sur le drap, il a fallu faire des extensions de drap pour qu'on ait vraiment cette impression de fantôme avec de larges draps et pas juste un drap de lit posé comme ça dessus. Et bien sûr, il y a un enjeu sur la posture du fantôme pour créer les ombres à l'intérieur des plis. On a eu de longs plans pour montrer cette rigidité, au point que certaines fois, c'est pas l'acteur qui est dessous, c'est quelqu'un d'autre. Je crois que c'est le directeur costume, il me semble. On a également un travail sur les yeux du fantôme. Il ne s'agit pas simplement de prendre un stabilo noir et de créer des trous. Non, il y avait vraiment un travail esthétique sur le fantôme. On prend quelque chose de si ridicule et on le transforme en quelque chose d'émotionnel. Aussi une figure naïve pour représenter aussi la naïveté du fantôme qui va attendre quelque chose dans cette maison sans savoir exactement pourquoi, au point de rencontrer dans la maison d'à côté un autre fantôme qui attend mais qui ne sait
sait même plus pourquoi il attend. C'est-à-dire que c'est un fantôme qui est là depuis si longtemps qu'il a perdu la mémoire de ce qu'il animait. Et vraiment, c'est très intéressant ce qui se passe dans la deuxième partie. Là, je vous ai donné un tout petit aspect du film, mais voilà, il y a plein de petites choses intéressantes dans ce film. C'est un fantôme qui est très patient, hein. Pas sûr que le spectateur soit aussi patient que lui, mais le film a un dialogue à travers un personnage statique qui est peut-être même plus intéressant que les différents dialogues que vous avez dans le film. À un moment, il y a quelqu'un qui est en train de parler de Dieu à la table, mais moi je trouve que c'était typiquement le genre de blabla de bobo à la fin d'un repas, là. Oui, alors Dieu et machin, on s'en tape. Alors là, tu vois vraiment comment dire, je sais même pas comment je peux nommer ça, mais l'espèce de mépris que j'ai pour ce genre de conversation où les mecs veulent paraître plus intellectuels que son voisin, c'est extrêmement saoulant, et du coup ça crée un contraste avec ce fantôme qui est en train de regarder des choses et qui ne parle pas, et qui est plus touchant, et qui, pour moi, m'a évoqué plus de choses que le mec en train de parler de Dieu et tout ça. Moi ça m'a saoulé ce passage, c'était un truc de fou. L'intellect qui veut blablater sur le monde, voilà, c'est ce que j'avais marqué en note. C'est vrai que ça, je supporte pas ça, et du coup le contraste m'a été particulièrement, j'ai envie de dire, salvateur avec ce fantôme qui ne parle pas. Le réalisateur disait que après Peter et Elliot le dragon, il voulait revenir à une simplicité, quelque chose de moins compliqué à faire, vraiment le film simple. Et je trouve qu'avec ce film-là, avec Ghost Story, il y arrive. C'est pratiquement un lieu unique dans lequel se passe l'action. Le bâtiment a été choisi par Lowery parce qu'il avait vécu dans une maison similaire avec sa femme. Donc il y a vraiment un vrai lien personnel entre ce film et le réalisateur. La maison devait être en plus démolie. Ils ont donc tourné dedans, pourrait-on dire, gratuitement. C'est un film qui est statique, bien qu'il parle du temps et de l'espace. Les plans sont généralement longs et ils sont fixes. Il y a très peu de mouvements de caméra. Et quand vous en verrez, ils seront significatifs, ils porteront une idée. Une idée, par exemple, de focus. On va se focaliser sur quelque chose, sur un personnage. Une idée aussi de voyage. On va quitter un lieu, donc il y a un travelling qui va se faire, ou peut-être même un panoramique. Et il y a un des choix les plus importants du film que vous voyez dans la bande-annonce, c'est le format 1:33, une image carrée. C'est très étonnant. Mais l'image, ce ratio d'image, lui plaisait curieusement. Il apprécie encore plus ce genre de choses dans les films modernes. Alors là, on sent que c'est un auteur qui parle. Là, ce n'est pas un choix de studio. Donc ce qui le rend encore plus personnel au réalisateur, ce film-là, c'est un choix esthétique parce qu'il aime ça. Et en même temps, on pourrait dire plus facilement, plus thématiquement, que ce choix correspond aussi à un enfermement des personnages dans une petite boîte, dans une maison, dans une éternité concernant le fantôme. Je trouve que ce choix de ratio correspond aussi thématiquement aux enfermements, aux personnages qui sont coincés dans l'histoire, dans leur façon de penser, dans leur choix d'action, et vont se libérer en sortant de ce cadre. Justement, en sortant du film, ils sortent du cadre, donc ils sont libérés, et ceux qui sont encore dans le cadre, dans ce cadre 1:33, sont encore prisonniers. Donc, il y a une logique aussi à ce choix de cadrage. La lenteur est aussi un choix. Il y a une attente interminable pour le plan suivant. Je vous parlais justement de cette actrice qui mange la tarte pendant 5 à 7 minutes, je peux vous dire que c'est assez insupportable. Mais il y a aussi une autre séquence où la malheureuse Onemara va voir son compagnon à la morgue. Elle part de la morgue et on a un plan sur la personne responsable qui met le drap sur Casey Affleck. Et après il se passe facilement, je dirais 4 minutes, et on a juste un plan, voilà, avec le drap sur le corps. Et tout d'un coup, il y a le drap qui se lève. Et ça, c'est vrai que ça fait un sacré effet parce qu'on attend forcément que ça arrive, mais on ne sait pas quand ça va arriver. Et c'est vrai que ça fait un choc de voir ça. Donc il y a aussi des espèces de petits déclenchements quand les plans sont très très longs. On attend qu'il y ait quelque chose qui déclenche. Et c'est vrai que ça arrive souvent, ce genre d'aspect, mais ça arrive bien sûr après un temps assez énorme, très important. Je considère que
il y a quelques effets démonstratifs, mais ils ne sont vraiment pas nombreux. Mais ça permet de dynamiser certaines séquences et de montrer finalement une violence tout d'un coup. Il y a quelque chose qui se passe, donc il y a quelque chose qu'on veut nous signifier davantage avec ce film. Donc esthétiquement, c'est pas très fou, parce que c'est aussi un petit budget. Mais il y a quelques éléments comme ça qui envoient des pics d'intérêt ou des pics d'adrénaline, comme on pourrait dire, oui, une explosion chez un film de Michael Bay qui est censé provoquer beaucoup de sensations chez le spectateur. Et bien ici, c'est un petit bruit, des petites choses comme ça. Donc c'est vraiment, il faut voir tout ça à la baisse. C'est un petit film, un film de simplicité où les effets spectaculaires sont vraiment très très réduits. C'est un film, alors dans ce cas-là, qui a eu une petite sortie dans quelques centaines de cinémas. C'est vraiment très très petit, hein. Il y a une différence entre les critiques et le public qui est notable pour ce film. Et je comprends totalement qu'on puisse refuser le film, hein, qu'on puisse refuser sa lenteur, ses choix de cadrage, son choix de ratio, l'histoire même. Mais pour moi, je trouve que c'est assez réussi dans son genre. Je ne suis pas très habitué à regarder ce type de film, mais je respecte et je reconnais les choix très personnels du réalisateur David Lowery. Je trouve que c'est lié vraiment au passé du réalisateur, ça se voit, il y a beaucoup d'interviews sur ce film-là. Je lui mettrais, qu'est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais peut-être un 12,5 sur 20, mais parce que j'ai finalement pas trouvé mon compte, parce que les thématiques, bien qu'intéressantes, ne m'ont pas touché. Donc voilà, il s'agit aussi voilà, d'une façon de traiter l'image, de traiter les thématiques qui m'a pas séduit. Mais je reconnais que le film a un potentiel peut-être pour les curieux de ce type d'atmosphère également. C'est un film sur le temps et l'espace, sur l'expérience du temps, aussi bien dans le spectateur que dans le film même, avec ce fantôme, que je vous invite quand même à regarder. C'est bien pour ça que j'ai pris le temps également de faire une vidéo dessus. Je trouve que voilà, il y a de quoi peut-être trouver quelque chose. J'espère que vous ferez la démarche de le regarder, d'aller le voir. Si ça peut davantage vous intéresser, il est déjà sur internet avec des sous-titres français, donc vous pourrez le trouver. Il arrivera en décembre en salle, dans les salles françaises, donc vous pourrez aussi aller le soutenir financièrement, ce film. Je vous invite à le faire si c'est votre type de cinéma. Quant à moi, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette critique. J'espère que ça vous plaît, des tout petits films un peu plus réduits que le dernier. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît vraiment, bah n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres, hein, des films comme ça. Je pourrais vous en fournir, ça, il n'y a pas de souci. Je vous remercie de me soutenir, merci beaucoup. N'hésitez pas à me poser en commentaire des questions pour la future FAQ qui, je crois, a déjà commencé, il me semble. Quant à moi, eh bien, je vous remercie encore une fois. Oh là là, décidément, je veux pas quitter la vidéo, je veux qu'elle dure plus longtemps. Non, voilà. Merci encore. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!